Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour les informations de la mi-journée. Nous sommes aujourd'hui le 16 janvier 2017. Voici le sommaire. 16 janvier 2017, déjà 40 ans que les mercenaires ont agressé le Bénin. Jour de souvenir, jour de mémoire, avec deux témoignages importants à suivre dans cette édition. Intégrer l'exploitation des systèmes électriques nationaux dans un marché régional d'électricité, un forum s'y penche depuis ce matin à Cotonou. Et dans cette édition, nous ferons incursion dans le monde de l'ajustage des roues de vélos et motos. Elonia braque aujourd'hui les projecteurs sur un mécanicien ajusteur. En voilà pour le sommaire. Bonjour et bienvenue à tous. Nous sommes le 16 janvier 2017. Il y a exactement 40 ans, des mercenaires conduits par le tristement célèbre Bob Denard ont attaqué le Bénin à l'aube. Le compteur macabre affichait à l'époque 7 morts. Le rappel historique des faits, c'est avec Alain de Suyobo. L'impérialisme international n'est pas tant le choix idéologique proclamé que les actes politiques, économiques et socio-culturels conséquemment posés. Au petit matin de ce dimanche 16 janvier 1977, un petit aéronef de type DC-7 qui n'était pas programmé, donc inattendu, atterrit sur l'aéroport international de Cadillac. À son bord, des passagers très peu ordinaires. Des hommes en tenue militaire et lourdement armés prennent position pour occuper les points stratégiques de Cotonou en ce temps d'harmattan. Armés de fusils de guerre assez perfectionnés, ainsi que des mortiers et des roquettes, ces mercenaires se sont divisés en deux groupes pour progresser vers le palais de la Marina, où le président Mathieu Kérékou et la garde républicaine, épaulés par des soldats de l'armée nord-coréenne venus à Cotonou dans le cadre de la coopération militaire entre les deux pays, ont opposé une riposte imprévisible aux agresseurs dirigés par le redoutable mercenaire français Bob Denard. Les échanges de tirs ont duré plus de 2 heures. Bien que sous-équipée, l'armée béninoise a réussi à mettre en déroute les envahisseurs qui décident d'opérer un repli après cette déroute humiliante. Dans la catastrophe, ces hommes sans foi ni loi ont repris leur avion, abandonnant leurs armes et munitions ainsi que des documents confidentiels. Ces mercenaires de plusieurs nationalités, drogués et armés jusqu'aux dents, avaient pour objectif principal de s'emparer rapidement du palais de la présidence de la République et de renverser le régime militaro-marxiste du lieutenant-colonel Mathieu Kérékou. À l'heure où nous vous parlons, nos unités de combat sont à pied d'œuvre et défendent avec un acharnement révolutionnaire les points stratégiques de notre ville agressée. Mais 38 ans après, que sont devenues les familles de l'adjudant Tossou Mathieu, du soldat de première classe Alassane Kassim, du soldat de deuxième classe Lassisi Yessoufou, Abiodun Basile, Comlan Sylvain, Toto Paulin et Dabapa Pascal. Sinon, cette place des martyrs, rebaptisée place du souvenir. Ces dignes fils béninois, tombés au champ d'honneur, les armes à la main, méritent un peu plus d'attention. Et puis aujourd'hui, 40 ans après l'agression, les Béninois en gardent toujours une mémoire vivace, un devoir de souvenir marqué ce matin par la cérémonie de dépôt de gerbes à la place du souvenir, ex-place des Martyrs. Clotaire Awekoun et Augustin Baudou y ont recueilli les impressions de la fille d'un des 7 martyrs et d'un colonel à la retraite, témoin de l'agression. Suivez plutôt. Aujourd'hui, spécialement, je suis contente. Et mes frères et sœurs aussi, on est tous contents. Parce que c'est pour la première fois dans l'histoire du 16 janvier là qu'on a vu des attroupements comme ça. Les gens sont sortis, les militaires, et on était nombreux, c'est bien. On est vraiment contents et je crois que nos papas là aussi, au-delà là-bas, là, ils seront contents et ils vont mieux faire la guerre pour nous. Et on veut que ça continue comme ça. Parce qu'ils ont coulé leur sang. Ils pouvaient rester chez eux.
Mais ils se sont donnés pour qu'on ait la paix. Mais les gens ont pris ça comme ça. On ne nous regarde même pas, c'est nous-mêmes qui venons. On ne nous a jamais appelés, c'est nous-mêmes qui venons. Mais pour la génération maintenant, là, les gens ne connaissent pas ça. Hein. Il faut faire, genre, je ne sais pas comment immortaliser ça autrement. Sinon, nous, on était en train de penser faire la veille, là, faire film et autres, là, mais on n'a pas pu, quoi. Si le ministère de la Culture pouvait faire mieux, là, on a eu l'indemnisation après 29 ans. Et ce qui nous fait mal, nous là, les commanditaires là ont été dédommagés. Nous, on a été indemnisés. Les enfants des martyrs ont été indemnisés. Ceux qui ont mené la guerre là, ils ont été dédommagés. Et on dit encore que c'est place de souvenir. Ça ne peut pas être place de souvenir, peut-être pour eux, mais pour nous là, c'est place des martyrs toujours. Hein. La nation, elle est globale. Et la jeunesse a un rôle particulier à jouer. Et c'est pour ça qu'il faudrait qu'on développe aujourd'hui ce sentiment d'appartenir à une même nation. Et lorsque ça nous tombe dessus, il faudrait que tous ensemble, nous puissions unanimement affronter les défis qui vont s'imposer à nous. Nous devons tout faire pour savoir que lorsqu'il y a des problèmes, la jeunesse a un grand rôle à jouer. Autre volet de l'actualité, de ce 16 janvier 2017, la CEDEAO œuvre à intégrer l'exploitation des systèmes électriques nationaux dans un marché régional d'électricité unifié et durable. Elle organise depuis ce matin un forum sur la question. Les travaux ont lieu au Palais des Congrès à Cotonou. Plus de détails avec Alexis Segbemont et Jérôme Rumbo. Le système ouest-africain d'échange d'énergie électrique EEOA est créé en 1999 au 22e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO. Il vise à résoudre le problème de déficit en fourniture d'énergie électrique dans la sous-région. L'organisation de cette rencontre s'inscrit dans le cadre donc de la mise en œuvre effective du système d'échange de l'énergie électrique ouest-africaine qui vise l'intégration de l'ensemble des systèmes électriques nationaux dans un véritable marché régional d'électricité unifié mais durable en vue de garantir aux populations, à nos populations, un approvisionnement en électricité stable, fiable, à moindre coût, je rajouterai même, qui sera à l'heure. La stratégie de mise en œuvre de l'EEOA est basée sur la réalisation des sous-programmes d'infrastructures complémentaires. Cette rencontre de Cotonou va permettre aux participants d'aborder des questions relatives au développement du marché régional de l'électricité, mais aussi et surtout de trouver des solutions pour l'adéquation énergétique et les mesures d'accompagnement pour améliorer les performances des sociétés d'électricité. Avec un portefeuille de projets de plus de 26 milliards de dollars à réaliser sur une période d'une dizaine d'années, un schéma de mise en œuvre clair et bien précis, et une communauté de partenaires techniques et financiers qui lui font confiance et le soutiennent, nous pouvons être fiers du travail abattu par les créateurs du WAP, par les membres du WAP et par les partenaires du WAP. Je tiens à vous assurer toutes et tous de la solidité de notre relation et de la vitalité de notre coopération. Ce forum va déboucher entre autres sur l'inauguration à Cotonou du centre d'information et de coordination avec les 5 centres de conduite de zone et les centres nationaux de conduite responsables de l'exploitation du dit système. Session ordinaire de l'année des communes du Zou, ensemble pour réfléchir sur les questions de développement. Occasion pour les maires de se formuler les bons vœux pour l'année 2017. Gilles Dansou aurait la ploga. Les 9 communes du Zou, ensemble pour impulser le développement du département. Ensemble, on est plus fort. Et l'occasion de présentation de vœux du nouvel an en est une parfaite illustration. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour. Le projet d'ordre du jour nous fera examiner plusieurs points et préoccupations relatifs aux dossiers essentiels de notre institution.
Après l'examen et l'adoption du budget de l'UCOS, exercice 2017, nous aurons droit à une série de communications sur le projet d'élaboration et de mise en cohérence des outils de planification énergétique des 9 communes du ZOU, au point d'étape des études sur le projet bassin versant du ZOU et à la création du Fonds intercommunal pour l'insertion des jeunes des communes du ZOU. Il nous sera également soumis les stratégies de mobilisation des ressources de l'UCOS à l'aune des nouvelles exigences d'investissement. Des vœux pour produire de meilleurs résultats en faveur des populations et le pari est gagné. Que cette année soit pour vous une année de robuste santé, une année de paix, paix pour vous-même, pour votre famille et tous ceux qui sont autour de vous, une année de bonheur. Plusieurs projets vont bientôt voir le jour sous l'impulsion de l'Union des communes du ZOU. Kaboua, dans la commune de Savet, a un nouveau chef d'arrondissement, Basile Yabi Mongadji, c'est son nom, récemment élu en remplacement de Marcelin Orouaka, a été installé dans ses fonctions. Le compte-rendu est signé Alexandra Djurtan. Pour une deuxième fois sous cette mandature, filles et fils de l'arrondissement de Kaboua se retrouvent pour le même exercice, doter leur unité administrative d'un responsable. Qu'est-ce qui s'est passé en fait? Une fois élu et installé, l'ancien CA était appelé à une mission nationale, ce qui ne lui permettait pas de jouer pleinement son rôle de chef d'arrondissement. Ainsi, le conseil communal n'avait plus d'autre choix que de se remettre au test, que de mettre encore un autre fils de Kaboua. Ce fils a nom, Basile Yabi Mongadji, opérateur économique de son État et leader politique de la région. Voit travailler son équipe dans l'unité et la cohésion, tel est le vœu de la majorité. Représentants de jeunes, des cadres, des sages et notables se succèdent au pupitre pour l'exprimer, invitant le nouvel élu à se pencher sur certains défis majeurs au rang desquels le problème de l'emploi des jeunes et surtout la valorisation des atouts touristiques de la localité. Suivra l'acte officiel d'installation. Je renvoie monsieur Mongadji Yabi Basile à ses fonctions de chef de l'arrondissement. Il est bien évident que les hommes passent à la tête des institutions ne se ressemblent pas. À cet effet, nous, Basile Yabi Mongadji, plaçons notre mandat sous le signe de l'action concertée. Comptant sur la collaboration de tous, Basile Yabi Mongadji entend affronter le véritable adversaire, l'ennemi commun qu'est la pauvreté. À la mairie de Cotonou, on se présente les vœux du nouvel an. Le personnel a sacrifié à la tradition. À l'occasion, 27 agents admis à faire valoir le droit à la retraite ont reçu leur lettre de félicitations. Aboubakr Bakari, Jérôme Rombo. Le personnel de la mairie de Cotonou a présenté ses meilleurs vœux de l'année nouvelle au conseil municipal. C'est par la voix du directeur des ressources humaines qu'il a sacrifié à la tradition, tout en faisant un bref aperçu sur les difficultés auxquelles l'institution a été confrontée au cours de l'année écoulée. Monsieur le maire, permettez-moi de vous formuler les vœux de robuste santé, de prospérité, de bonheur, de bénédiction et de succès pour vous-même, les membres de votre auguste famille, à vos adjoints, à tous les membres du conseil municipal et à leurs familles respectives. Moment de réjouissance et de bilan pour le maire et ses collaborateurs. Que cette année soit pour chacun et pour tous une année de robuste santé, de paix et de prospérité. Il est important de rappeler que le budget de notre municipalité repose principalement sur les recettes fiscales et non fiscales, auxquelles pourraient s'ajouter les fonds transférés. Vu le bouleversement en cours dans la ville, caractérisé par les opérations de libération des espaces publics, prenant la mesure des choses, j'envisage la tenue très prochainement d'une journée de réflexion sur la mobilisation de nos recettes
avec le concours des experts internationaux. Autre instant fort de la cérémonie, la remise de lettres de félicitations et une enveloppe financière aux agents admis à faire valoir leurs droits à la retraite. La célébration s'est achevée sur ses pas de danse pour souhaiter une paisible retraite à ces vaillants agents. Présentation de vœux à la mairie de Cotonou, présentation de vœux également à l'OCOSA, mais ici, la cérémonie a réuni le personnel de Mono FM, la voix de l'OCOSA et son conseil d'administration, ainsi que les responsables des antennes régionales de l'ORTB, de Canal 3 Bénin et de l'ONIP. Évariste Zomaon, Henri Fatina pour le compte-rendu. Les échanges de vœux ont été cordiaux et chaleureux entre les journalistes des antennes régionales du Mono Koufo et les membres du conseil d'administration de Radio Mono, la voix de l'OCOSA. C'est à cette occasion que le personnel de la radio a félicité le conseil d'administration et son président pour les actes posés en 2016 dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie et de travail. Chers membres du conseil d'administration, les primes de fin d'année pour tous les agents de la radio sont respectées. Mais cette fois-ci, elles ont connu une baisse. Alors, Monsieur le Président du Conseil d'administration, nous vous remercions. Le président du conseil d'administration a eu une oreille attentive pour les doléances. Je vous l'ai toujours dit, le personnel doit considérer la radio, comme sa chose. Je ne pourrai pas, je l'ai toujours dit, que je ne sortirai pas de l'argent quelque part d'autre pour venir soutenir la radio. Il faudrait que la radio puisse se supporter. Et si les primes de fin d'année ont connu une diminution, comme vous l'avez dit, c'est parce qu'effectivement les charges ont été de beaucoup. C'est ainsi que je le dis, ce n'est qu'une diminution juste technique. Et je crois que le directeur fera tout pour restituer cela pour que vous puissiez dire que ça a été toujours ce que vous avez vécu. Passé ces mises au point, les acteurs des médias présents à ces échanges de vœux ont partagé un déjeuner. Venons-en à cette information sur l'école Esperanza et le groupe École supérieure de commerce de La Rochelle en France qui sont désormais partenaires. La signature d'accords de convention de partenariat a eu lieu ce samedi à Doutou, dans la commune de Hueyabé. Évariste Zomaron et Henri Fatina nous en parlent davantage. Avant la signature des documents entre d'Alcantara Zocli et le professeur Daniel Perron, il a fallu une longue liste d'intervenants pour une leçon de solidarité, de créativité, d'innovation pour la promotion de la jeunesse au service du développement de son pays en créant de la valeur. Cette signature de convention est aussi l'aboutissement d'un rêve qui est de voir des écoles sans mur physique pouvant faire des apprenants des maîtres d'un bout du monde. Tous les intervenants, partant de témoignages et de confidences, invitent la jeunesse de Sakwa et celle du Bénin au travail avec courage. La plupart de nos jeunes désertent l'école très tôt, dès l'école primaire, pour les emplois précaires du Nigeria. Donc, l'enseignement supérieur est délaissé. Nous n'avons plus de cadre supérieur pour se pencher sur les besoins de nos populations et nous sommes dans la précarité permanente. Je crois que ça a été d'abord une rencontre d'hommes qui partageaient des convictions sur l'éducation. C'est ça le fond du problème. Et cette vision de l'éducation, c'est justement que l'éducation doit mettre la créativité et l'innovation au centre et que nous devons préparer nos jeunes à servir le développement économique également de leur territoire et de leur pays. Je demanderais que les parties à la Convention jouent leur partition pour que les objectifs fixés puissent être atteints. Notons que le professeur Perron a été fait membre honoraire de la famille Zocli, donc élevé au rang de Daziagno, ce qui exprime une amitié durable. Allons maintenant à la découverte d'un ajusteur de cylindres. Celui que Elonia nous fait découvrir aujourd'hui répare les rayons et cylindres de roues et vélos ainsi que de motos. C'est un métier qu'il exerce depuis bientôt 30 ans, un véritable savoir-faire.
Zoom sur ce métier dans ce reportage de Elonia d'Almeida et de Jules Akweikou. Alfred est mécanicien réparateur. Il s'est spécialisé dans le métier d'ajusteur de cylindres. Une profession de plus en plus rare qu'il exerce toujours avec passion, voire une véritable histoire d'amour qu'il entretient avec le métal depuis plusieurs années déjà. Ça fait longtemps que je fais ce métier-là, au moins 26 ans d'abord. Il n'y a pas beaucoup qui font ce travail-là, parce que c'est difficile. Outils à la main, les yeux rivés sur la roue, Alfred répare et ajuste avec minutie. L'artisan mécanicien s'évertue chaque jour à fixer un à un les rayons selon leur calibre et leur longueur. Il y a plusieurs qualités de rayons, J'achète ça sur les Ibo. Mais parfois aussi, ça ne toque pas. Il y a 300 par 17 et encore 250 par 18. Parce qu'il y a les rayons dimension par dimension. Le métier d'ajusteur de roues est un travail laborieux, mais surtout un savoir-faire et un talent que ses fidèles clients lui reconnaissent volontiers. J'ai l'habitude de venir ici. Je trouve qu'il fait bien son travail. Si je dois le régler, je dois débourser à peine 1500 ou 2000 ou 2 roues. Parfois même, il avance les frais pour le client. Et comme beaucoup de métiers relevant de la mécanique, celui d'ajusteur de cylindres n'est plus seulement l'apanage des hommes. Fali Latou, ancienne coiffeuse de métier, l'a bien compris. Ce n'est pas mon métier, c'est celui de mon oncle. C'est lorsqu'il est submergé de travail que je l'aide. J'apprécie la manière dont il travaille et cela m'a poussé à l'imiter. Bien plus qu'un simple mécanicien, l'ajusteur de cylindres devient presque un acteur non négligeable du recyclage en redonnant une nouvelle vie aux roues usées. Parlons à présent littérature. Une femme à 2 maris. C'est le titre du nouvel ouvrage de Cosme Oru Loguma. Le lancement a eu lieu ce samedi en présence de plusieurs autorités et d'hommes de lettres. Plus de détails dans ce reportage de Landry Kossou présenté par Alexandra Djotan. Une femme à 2 maris. C'est un recueil de 2 pièces théâtrales de l'écrivain Cosme Oru Loguma. Composé de 124 pages, l'ouvrage fait voyager le lecteur dans l'histoire du royaume de Niki. Ce que l'on nous apprend à l'école des Blancs n'est pas toujours ce que nous apprenons de nos parents. Une femme à 2 maris ne reflète qu'une polémique entretenue par les intellectuels. Notre peuple analphabète n'est pas aussi bête pour ignorer son histoire. Et c'est donc pour éviter le pire que j'ai osé m'investir ces dernières années à collecter des informations pour en arriver à la création de cette pièce de théâtre qui a plu à mon professeur Félix Iroko. L'universitaire Félix Iroko a préfacé cet ouvrage qui reçoit l'assentiment de la communauté linguistique Bo du Bénin et de la sous-région. Entre Bo et Batambu, l'amitié a toujours été totale. Et je me contente de dire tout simplement que Batambu et Bo parlent le même langage, ont toujours parlé le même langage jusqu'ici, sans parler la même langue. Et c'est le plus important, parce qu'on peut parler la même langue sans parler le même langage. Que nous sommes fiers. Fiers parce que nous avons un frère qui, par sa plume, essaie de sortir les réalités socio-culturelles de nos peuples. Le royaume de Niki comprend-il réellement 5 dynasties comme on nous l'a toujours enseigné à l'école? La réponse dans Une femme à 2 maris de Cosme Oru Loguma, ouvrage désormais disponible sur le marché à 3000 francs CFA l'exemplaire. Le nouveau roi de Parakou, Sa Majesté Bourou Gobi Nyense, a effectué sa première sortie officielle. C'était depuis son intronisation dans l'après-midi de ce samedi 14 janvier 2017. C'est à travers une cérémonie empreinte de noblesse à laquelle ont pris part nos reporters Rafiou Assoumanou et Simon Villon. L'esplanade du palais royal de Parakou est inondée de monde. Un monde venu soutenir et manifester sa joie à la nouvelle autorité traditionnelle de la cité de Koubourou pour sa première sortie officielle. Son trône, ils ont fait 100 et quelques temps. Son grand-père,
personnalités politico-administratives, dignitaires et sages ont répondu présents à ce rendez-vous. Les uns pour souhaiter un bon règne au nouveau roi, les autres pour passer un message. Nous sommes venus fêter l'intronisation du roi de Parakou. J'ai souhaité que Dieu lui donne une longue vie et un bon règne. Et que sous son règne, Parakou puisse avoir un développement harmonieux. Que nous prions aussi pour notre mère. Parakou a besoin de quelqu'un comme Charles Tokor pour son redressement. Sa Majesté Burungo Bignesse succède ainsi à Akpaki Boukou Kene qui a rejoint ses ancêtres depuis le 21 septembre 2014. Et à peine intronisé, le nouveau roi de Parakou a reçu un véhicule flambant neuf. C'est un don du député Rachidi Gbadamassi. Rafiou Assoumanou et Alexis Kenom étaient témoins de cet acte de générosité. Un véhicule à Sa Majesté Bourou Gobi Nyense. L'œuvre est de Rachidi Gbadamassi qui entend soutenir à sa manière la culture dans la cité des Kobourou. Le royaume de Kobourou, c'est notre fierté, c'est notre identité. C'est le royaume de Kobourou que je mets en valeur. Ce n'est pas la personne du roi. C'est notre culture. Sous sa direction, nous devons réunir, nous devons unir les fils et filles de la cité de Kobourou. Toutes les personnalités de Parakou applaudissent cet acte de générosité. Difficile également aux bénéficiaires de cacher son sentiment. Merci beaucoup et que Dieu bénisse l'honorable Rachidi Gbadamassi. Qu'il lui rende au centuple ce bienfait. Je suis vraiment comblé. Que Dieu nous unisse tous. Que Dieu unisse tous les fils et filles de cette localité et du Bénin. Et avec le roi, les populations se réjouissent. Et puis la CAN 2017 a démarré déjà. Le gouvernement béninois a ouvert des villages de la CAN sur l'étendue du territoire national. Le ministre des Sports était au stade de l'amitié Mathieu Kérékou, un des lieux qui accueille ce village. Il revient d'ailleurs ici sur les objectifs de la création du village de la CAN. Il est au micro de Blaise Adinko. L'idée d'un village de la CAN dans 5 villes du pays, de notre pays, le Bénin, vient du fait que nous avons souhaité que les Béninois, bien qu'étant restés chez eux, bien que n'étant pas en ce moment au Gabon, puissent partager la joie des autres nations d'Afrique. Vous savez que la Coupe d'Afrique est une compétition sportive, mais c'est aussi la fête de toute l'Afrique. Et donc nous avons estimé qu'il serait bien que nos compatriotes, dans chacune des communes du Bénin, puissent profiter du spectacle. Et nous avons retenu 5 communes phares pour la première phase de ce projet. Donc nous avons installé un premier village ici au stade Mathieu Kérékou pour Cotonou. Nous avons installé un autre à la place Bayol à Porto Novo, dans la capitale du Bénin. Nous avons installé un village à la place Goro à Abomey, un autre village sur le parc Auto d'Azové dans le Koufo, et enfin un dernier village à Parakou, à la place Abdoulaye Issa. Une fois encore, notre souhait est que tous les Béninois puissent vivre cette compétition, puissent participer à la fête. Et donc je les invite à sortir de chez eux. C'est bien de regarder le foot seul à la maison, mais c'est encore mieux quand on le regarde en groupe avec ses amis et qu'on peut discuter, partager cette passion du sport. Et donc c'est le but de cette initiative que nous lançons pour la première fois et qui sera pérennisée dans les années à venir. Et voilà qui referme cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Juste derrière moi, en langue nationale, tout à l'heure, à 14h, vous pourriez suivre les informations. Et puis, à 15h, les questions orales à l'Assemblée nationale sur, entre autres, les problèmes de la transhumance et des réformes de la filière palmier à huile au Bénin. Merci à toutes et à tous. Bon appétit si vous êtes à table. À très vite sur l'ORTB.